Oui, bonsoir à tous. Ce matin, je suis intervenu pour me présenter. Je suis éditeur des Cahiers de l'Égaré. Alors quand je dis éditeur, nous sommes trois au comité éditorial. C'est une maison d'édition qui existe depuis 35 ans et qui a édité 235 livres, dont une dizaine consacrés à Marcel Conche, un philosophe de presque 100 ans, qui est décédé le 27 février 2022 et auquel on consacrera une soirée hommage samedi prochain de 19h à 22h à la Maison des Comonies au Revest. Je vous invite vraiment à participer à cette soirée pour une raison simple. Marcel Conche était un décroissant, Marcel Conche était le philosophe de l'infini de la nature, c'était un rebelle comme doit l'être normalement un philosophe, et on va essayer de comprendre pourquoi je me suis posé cette question. Ah, où est la question? Ah, pardon, Jean-Claude, excuse-moi. La question arrive. Est-ce que les œuvres d'art peuvent devenir des communs? C'est ça la Oui, question? oui, c'est ça. Mais bon, j'aimerais bien la voir. Oui, elle arrive. Elle arrive. Voilà. C'est bon, c'est celui-là? Et tu me passeras la citation. Hein. Je fais ça tout de suite. Ça y est, il est mis. Bon, ben, je vais la retrouver, ça va être Non, mais facile. c'est bon, ça y est, je l'ai. Regarde, c'est bon. La question est affichée. Voilà, et la citation, je te la donne tout de suite. Voilà, alors pourquoi je me suis posé cette question? Peut-on faire, enfin, je me suis posé, j'ai proposé à Jean-Claude de nous poser cette question. Peut-on faire des œuvres d'art des communs appartenant à tous et non des biens appartenant à leur créateur? Je vais remonter très loin dans le temps, au moment par exemple des peintures dans la grotte Chauvet. C'est-à-dire, en gros, 36 000 ans avant notre ère. Qui était celui qui a peint ces chevaux, ces lionnes, ces rhinocéros? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ne serait-ce que la reconstitution. Moi, je suis rentré dans la grotte Chauvet elle-même. Nous étions 6. Nous avons pu circuler pendant 2h15 dedans. Je peux vous garantir que c'est extrêmement impressionnant. Qu'est-ce que c'est qui est impressionnant? C'est qu'il n'y a aucune trace de pas par terre, là où le peintre, l'artiste, a créé. Ce qui veut dire que donc, il écrivait à la lumière de lampes, enfin pas de lampes, de torches, avec de la fumée, etc. Et son travail n'avait aucune utilité sociale, puisqu'il n'y avait pas de créateurs, de spectateurs. Il n'y avait pas de spectateurs. Donc, c'est quoi cet artiste qui s'exprime sur les murs pour personne? On l'appelle un aurignacien. Il mesurait vraisemblablement 1,80 m. Il était capable d'un seul trait d'aller de la tête du lion ou de la lionne jusqu'à la queue, c'est-à-dire environ 1,86 m. Tout ça pour quoi? Ça pose la question de l'origine de l'art et de ses fonctions. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une utilité sociale à l'art. Est-ce qu'il cherchait à créer du beau? Je n'en sais rien non plus. Il y en a qui ont dit, oui, c'était chamanique, c'est-à-dire une façon d'apprivoiser l'âme de la bête qu'on allait chasser. Ça ne correspond pas du tout. Quand on regarde les œuvres, on voit bien qu'on n'a pas affaire à des scènes de chasse. Donc ça n'a pas non plus une utilité de type chamanique ou religieux. C'était la première question que je voulais me poser. Donc, une œuvre d'art, elle naît d'où? Quelle est la nécessité qui a poussé cet artiste aurignacien à imprimer, par exemple, sa main sur la paroi? Il imprime sa main sur la paroi, il invente, en fonction des anfractuosités
de la grotte, la perspective, je ne sais pas si vous voyez, 36 000 ans avant, comment on appelle, Jésus-Christ, c'est ça 36 000 ans avant, il invente la perspective, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, le réalisme de ces œuvres est absolument exceptionnel. C'était la première chose que je voulais dire. Je ne suis pas capable de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est qui mobilisait cet artiste ?» Une autre question que je voudrais me poser, toujours à propos des communs. Maintenant, commun, il faut entendre quoi par commun? L'air, c'est un commun. L'air, selon où vous habitez, vous allez respirer de l'air pollué, de l'air pur, de l'air très raréfié si vous êtes en hauteur, à 4000 mètres d'altitude par exemple, à 4000 mètres d'altitude. Donc, l'air est en abondance. Vous n'êtes pas obligé de faire la queue, de demander la permission. Vous respirez ce dont vous avez besoin. Oui, vous respirez ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ce qui est important, là, à propos de l'air, le jeune Marx, dans les manuscrits de 1844, disait que c'était la valeur d'usage qui comptait. Oui, ça vaut pour ce qui est en abondance. Deuxième exemple de ce qui est abondant. On n'en a pas parlé, mais c'est essentiel, c'est la langue. On n'a pas besoin de faire la queue pour dire des milliers de fois je, pour dire des milliers de fois moi. En même temps que moi je dis je, un autre dit je. Quand je dis moi, un autre dit moi. Et on fait ce qu'on peut de ces jeux et de ces moi, les uns pour se mettre en valeur, les autres pour se mettre au service des autres, etc., etc. Donc, quand on est dans l'abondance, c'est la valeur d'usage qui compte. Ça n'est plus le cas lorsque on a affaire à des produits rares. Déjà l'eau, aujourd'hui, en faire un commun, c'est très difficile. On voit bien que l'eau devient de plus en plus la propriété de grandes sociétés, de grands monopoles, etc. Et les guerres de l'eau vont devenir de plus en plus dramatiques, surtout en lien avec, évidemment, la crise climatique, etc. Donc, les communs, il y en a qui sont en abondance et il y en a qui sont très rares. On aimerait bien que l'eau devienne un commun. Comment va-t-on imposer cela ? La terre à laquelle on emprunte, à laquelle on ne rend jamais. Les paysans d'autrefois sont devenus des exploitants agricoles, ça dit tout. Les paysans étaient dans une relation d'un certain type à la terre. En tant qu'exploitants agricoles, ils sont dans un autre type de relation. Agriculture intensive, etc. Comment faire que cette terre qui nous nourrit, grâce bien sûr au travail, au labeur, et je préfère le mot labeur au travail. Travail, ça vient d'un terme latin qui veut dire tripalium, torture, hein. Le travail est une torture, donc vive le droit à la paresse, la fargue par exemple. Voilà. Donc les communs, c'est un thème extrêmement complexe parce qu'il y a des communs qui ne sont toujours pas des communs. Je viens d'en citer 2, 3, et il y a donc toute une démarche. Je pense que la démarche qui est celle de cette assemblée citoyenne est une démarche de ce point de vue-là certainement exemplaire pour que les gens reprennent en main leur destin. Mais pour aller vers quoi ? Moi, j'ai posé la question des œuvres d'art, faire des communs, donc appartenant à tous.
Pourquoi des communs appartenant à tous? Je pense que tout a déjà été dit d'abord, tout a déjà été créé. Enfin, si vous réfléchissez un tout petit peu, je prends un exemple simple, le nombre pi. Le nombre pi est vraisemblablement ce que l'on appelle un nombre univers. Donc, ce qui veut dire que votre prénom ou votre nom, si vous le transformez, par exemple G, je ne sais pas combien ça fait, moi admettons 6, etc., mon nom est inscrit à quelque part dans ce nombre univers pi. Ce qui veut dire que la recherche du temps perdu, elle est à quelque part dans le nombre univers pi, avant même d'ailleurs que la recherche du temps perdu soit écrite, etc. Donc si vous réfléchissez à ces questions-là, qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la vie? Bon, vie, on entend. Vibration, information, énergie. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a information, c'est-à-dire ce qui est vraisemblablement déjà écrit sur le nombre, dans le nombre pi. Donc, des communs appartenant à tous, ça veut dire quoi, d'après moi? Une œuvre d'art appartenant à tous, ça veut dire qu'elle est déjà écrite. Ça veut dire que, comme le disait Montaigne, je vais le citer un petit peu tout à l'heure, Montaigne était... il écrit quoi? Il écrit les essais, il pille. Mais alors, il pille des citations et en veux-tu, en voilà. Jamais de soustraction. Toujours des additions. Quand on regarde les éditions différentes des essais, il travaille par addition. Si on me demande de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut dire, parlant de son amitié pour la Boétie. Et puis il rajoute quelques années après, il lui faut du temps, il lui faut à peu près 7-8 ans. Je sens que cela ne peut se dire qu'en disant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Vous ne voyez même pas la couture. Vous avez... Claude, il faut que tu passes plus près de ta bouche parce qu'en fait tu mets le micro là et on n'entend pas. Ah bon? Oui. Ah bon, excuse-moi alors. Reste près du Bon, donc Montaigne donne comme définition de l'amitié une première définition, à savoir, je ne peux pas dire pourquoi j'aime la Boétie, et puis après, il finit par dire, plusieurs années après, en gros 15 ans après, parce que c'était lui, parce que c'était moi. A-t-il dit la vérité? A-t-il trouvé la vérité? Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est indicible d'un côté, et de l'autre côté, c'est parce que c'est lui, parce que c'est moi. C'est-à-dire, c'est évident. C'est une évidence, cette amitié. Bon, Montaigne disait, et ça me paraît très important, donc où est la citation? C'est pour les communs toujours. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Toute autre chose, régner, thésauriser, bâtir, n'en sont qu'appendicules et adminicules pour le plus. Eh bien, je crois que cette citation permet, à mon avis, de répondre à la question si le but de la vie, c'est vivre à propos, si vivre, c'est quand je danse, je danse, quand je dors, et il faudrait trouver la suite de la citation. C'est-à-dire quand il se promène dans son verger, il est tout entier présent au verger, aux abeilles qui butinent, etc., etc. Donc, autrement dit, vivre le temps présent, pleinement présent, comme un présent dans le présent. Bon, j'ai à peu près tout dit là avec le mot présent, parce qu'on peut jouer sur tout un tas de significations. Et donc, je le dis honnêtement, s'il y a quelque chose qui mérite d'être une œuvre d'art, entre guillemets, c'est notre vie, instant après instant, partageable si c'est possible, dans l'amitié, éventuellement dans l'amour,
Pourquoi je dis éventuellement dans l'amour? Parce que je pense que souvent, l'amour est une maladie, on le sait. Hein, la passion amoureuse, c'est une maladie, c'est une folie. L'amitié, c'est autre chose. Pour Épicure, le jardin d'Épicure, c'était un jardin d'amis. Voilà. Et donc, juste pour finir plus spécifiquement, donc les œuvres d'art devenant des communs, donc un exemple, au-delà de l'être humain qui est une œuvre d'art de ce que j'ai saisi, oui. Un autre exemple. Ce que je dirais, moi, par exemple, j'ai édité un livre, je l'ai dit ce matin, je le répète, donc j'ai édité un livre qui s'appelle « Et ton livre d'éternité ». Ton livre d'éternité, je l'ai écrit suite à une question que m'a posée ma femme avant de partir. En rentrant à l'hôpital, elle m'a dit « Je sais que je vais passer, où vais-je passer ?» Et elle est partie un mois après. Et cette question m'a vraiment interpellé. J'ai tenté de répondre le soir après le passage de l'anesthésiste et j'ai mis 11 ans à écrire ce livre. Et qu'est-ce que j'ai découvert en tentant de répondre à la question? L'échange que j'ai là avec vous, il passe, nevermore, jamais plus. Mais il sera toujours vrai que cet échange a eu lieu. Donc, nevermore, forever. Ça veut dire que le passé passe, mais ne s'efface pas. Il suffit de nous regarder. Rien que déjà dans mon bide, là, 5 milliards ou 50 milliards, je ne me rappelle plus, 50 milliards, je crois, de bactéries qui sont vieilles de 4 milliards et demi d'années. Donc, je veux dire, je suis une mémoire. Et nous sommes que mémoire, au pluriel. Donc, le livre d'éternité, c'est ce que j'ai tenté de rendre à celle que j'appelle l'épousée et eux. Parce que l'épousée et eux, c'est je t'épouse au jour le jour, jusqu'à ce que ça fasse toujours, et toujours avec, bien sûr, la mort de l'un de nous, mais qui n'est pas sûr. Je ne suis plus capable de dire aujourd'hui ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Ça me semble des mystères absolus. Et donc, Jean-Claude, j'ai compris tout à l'heure que tu allais mettre ce livre à disposition. Ah oui, alors oui, j'ai oublié. Tu fais bien de me reposer la question. Voilà. Donc, ce livre, je l'ai édité à 300 exemplaires. Quand il sera épuisé, je vais en faire un e-pub, donc un livre numérique gratuit, qui pourra circuler. Alors déjà, il est en Creative Commons. Creative Commons, comme le disait un musicien ce matin. Voilà. Donc, n'importe qui peut piquer des passages du livre. Simplement, il faut reconnaître la paternité, enfin ma paternité, mais il peut en faire du commerce s'il veut. Enfin voilà. Je pense que c'est une piste. C'est une piste. Rousseau disait, le premier qui a implanté 4 poteaux et qui a dit « ceci est à moi » a été le créateur des inégalités. Proudhon lui a répondu « donc la propriété, c'est le vol ». Le grand reset, vu par les capitalistes de Davos, c'est le remplacement de la propriété par la location. Nous avons, nous, les gens d'en bas, à penser le grand reset, à mon avis, dans l'autre sens, c'est-à-dire la location au service des communs, au service du bien commun. Voilà. Je vous remercie, messieurs, dames.